Et ma taxe foncière cette année est de 1209 euros. Et comme beaucoup, elle a quand même bien augmenté cette année. Alors on s'est dit que c'était le moment de vous faire une vidéo d'explication sur le fonctionnement de la taxe foncière, comment est calculée ma taxe foncière, pourquoi a-t-elle augmenté en 2023, et surtout est-ce qu'il existe des exonérations ou est-ce que je peux demander une réduction de taxe foncière au service des impôts. Alors c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, quand on regarde le calcul de la taxe foncière qui est sur son avis d'imposition, c'est pas toujours très simple de comprendre directement tous les calculs et son imposition en tant que telle. Et surtout pourquoi il y a autant de pourcentage d'augmentation sur l'avis d'imposition. Alors pour reprendre la règle de base, c'est que le montant de la taxe foncière est calculé en multipliant la base imposable de votre bien, sa valeur locative cadastrale, par les taux d'imposition applicables. Alors là, je sais que je vous ai pas plus éclairé que ça sur le calcul de la taxe foncière. Donc on va essayer d'expliquer ça un peu plus précisément et plus simplement. Donc effectivement, si on veut simplifier le calcul de la taxe foncière, en fait on va prendre la valeur locative de votre bien, donc par rapport à la valeur cadastrale, qui est en fait une sorte de loyer théorique de votre bien, auquel on va appliquer le taux fixé par la commune ou l'intercommune. En sachant que la valeur locative cadastrale est actualisée chaque année, notamment pour prendre compte de l'inflation, qui est cette année estimée à 7,1%. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans le calcul exact, finalement dans la brochure pratique des impôts sur la catégorie impôts locaux, vous avez le détail du calcul de la valeur locative et également de la taxe foncière, puisque c'est bien précisé qu'on va prendre finalement pour les locaux d'habitation, puisque ça va dépendre selon les biens. Pour les locaux d'habitation, on va prendre une base d'imposition qui est déterminée par rapport à la valeur locative de référence en 1970. Alors là, comme je vous ai dit, on va essayer de prendre une valeur locative de référence en prenant en compte une surface pondérée de vos biens, compte tenu de la situation, de l'entretien de votre immeuble, de l'importance de vos pièces et de l'existence d'autres critères, pour arriver à un tarif au mètre carré de votre bien, correspondant au local de référence de votre catégorie de biens. Ensuite, on va appliquer le coefficient d'actualisation et également un coefficient de revalorisation amalgamé. Le tout sera ensuite divisé par 2 pour prendre en compte les différentes frais de gestion, assurance, amortissement, entretien et réparation du bien. Et ensuite, on va appliquer le taux communal intercommunal pour arriver au montant de la cotisation. Bien sûr, on voit que selon votre situation, vous pourrez également prétendre à des dégrèvements, notamment au titre de l'habitation principale. Donc on voit que dans mon cas, sur l'avis d'imposition, on a un taux 2023 communal de 28,91% qui a diminué par rapport à 2022. On a une base imposable de valeur locative référence à hauteur de 2683 euros, ce qui fait une cotisation de 776 euros au titre de la taxe foncière pour la partie communale. Alors d'ailleurs, à ce titre, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je paye plus de cotisation au titre communal alors que le taux communal justement a baissé? Et bien c'est exactement là qu'intervient la revalorisation annuelle de la valeur locative du bien, puisque on voit qu'en 2022, la valeur locative du bien était de 2505 euros, alors qu'il est passé à 2683 euros en 2023. Ce qui fait bien une augmentation, pour prendre compte de l'inflation, de 7,1%. Et donc, une augmentation de la cotisation de taxe foncière à titre communal. Et bien sûr, c'est cette nouvelle valeur locative cadastrale réactualisée qui va servir de base pour le calcul des autres taxes au titre de la taxe foncière, notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors maintenant qu'on a vu comment se passe le calcul, est-ce qu'il existe des possibilités de réduction ou d'exonération? Alors vous voyez là dans la liste qu'il y a quand même pas mal d'exonérations, notamment au titre des exonérations pour les constructions nouvelles. Donc je vous renvoie à la brochure pour avoir plus d'informations. Également, il y a des abattements qui existent sur les bases d'imposition, notamment quand vous êtes dans les DOM. Et enfin, il y a des possibilités de dégrèvement qui s'appliquent et nous, on va s'arrêter plus précisément sur le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'habitation principale en fonction des revenus. Et pour le reste, je vous renvoie à la brochure pratique des impôts dont vous aurez le lien en description. Puisqu'effectivement, vous avez la possibilité de demander sur réclamation et sous respect de certaines conditions un dégrèvement de la fraction de votre cotisation de taxe foncière afférente à votre habitation principale supérieure à 50% de vos revenus. Alors pour être un peu plus précis, on va voir qu'il y a pas mal de calculs à faire. C'est ce formulaire 2041 DPTF qu'il faudra remplir. Vous allez le trouver sur impôt.gouv, vous le téléchargez et vous allez commencer par mettre vos données personnelles, donc nom, prénom, numéro fiscal et également votre adresse au 1er janvier de l'année. Ensuite, vous allez passer sur la fiche de calcul qui va vous permettre justement de savoir si vous êtes éligible ou non au dégrèvement,
puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à remplir pour connaître si on est éligible ou pas au dégrèvement et le montant du dégrèvement. Alors au départ, vous allez commencer par indiquer votre revenu fiscal de référence 2022 que vous allez retrouver sur votre avis d'imposition. Donc là, on a estimé qu'on avait un revenu fiscal de référence à 45 000 euros. Vous le trouvez sur la première page de votre avis d'imposition sur le revenu que vous avez reçu dernièrement. Donc vous l'indiquez. Ensuite, vous allez marquer les revenus à déduire. Donc là, on renvoie à la notice. Donc finalement, vous allez déduire tous les revenus, primes et cotisations qui ont été déduites au titre de l'épargne retraite facultative, donc ce fameux plan d'épargne retraite. Là également, vous allez devoir regarder dans votre avis d'imposition sur le revenu quel est le montant des cotisations que vous avez engagées pour l'enlever dans la case de revenus à déduire. Ensuite, il y a une partie de revenus à rajouter. Donc là, vous avez une liste de tous les revenus, revenus exceptionnels, certains abattements, certaines gratifications qui vont être à rajouter pour le calcul de la rémunération plafond. Donc nous, on a pris un chiffre de 2 000 euros. Donc ensuite, vous allez faire revenu fiscal de référence moins les revenus à déduire en rajoutant les revenus à ajouter de la colonne 3, ce qui vous donne le total des revenus pris en compte. Ensuite, il faudra confronter avec le nombre de parts à l'impôt sur le revenu. Donc là également, vous avez en descriptif le tableau qui vous permet de comparer si pour une part de quotient familial, vous êtes au-dessus ou en dessous de la limite. Donc vous allez encore revenir dans votre avis d'imposition sur le revenu, première page, regardez le nombre de parts qui ont été déclarées et ensuite vous confrontez au tableau. Donc vous voyez, nous, on est en métropole avec 2 parts, donc il faut, pour bénéficier de ce dégrèvement, que nos revenus soient inférieurs à 39 617 euros. Alors nous, on avait calculé 46 000 de revenus de référence, donc on est au-dessus, donc on n'est pas éligible au dégrèvement. Mais si en faisant le calcul, par exemple, on était arrivé à 39 000 euros pour 2 parts, on serait éligible au dégrèvement. Alors ensuite, il faut faire attention qu'il y a un certain délai à respecter pour faire cette demande de dégrèvement, qui est le délai spécifique en matière d'impôts locaux, qui est au 31 décembre de l'année suivante de celle de mise en recouvrement de l'imposition. Donc ce qui veut dire que pour 2023, vous avez jusqu'à fin 2024 pour demander ce dégrèvement avec ce formulaire, et vous pouvez même demander le dégrèvement sur l'année précédente, donc 2022, jusqu'à la fin de l'année 2023, pour demander ce potentiellement remboursement de taxes foncières. Et dernière condition, il faut non plus ne pas être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Parce qu'effectivement, pour terminer sur la partie contentieux et contestation de la taxe foncière, il faut savoir que le contentieux en matière de taxe foncière est un peu spécifique, notamment au titre des délais, mais vous avez la possibilité de contester presque tous les éléments de calcul, notamment sur les évaluations de la valeur cadastrale, sur l'identité du contribuable, également si vous avez oublié de demander une exonération particulière, ou tout simplement pour faire une demande de remise à titre gracieuse. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit, c'est un délai restreint qui est jusqu'au 31 décembre N+1, donc au 31 décembre qui suit l'année de mise en recouvrement. Donc ce qui veut dire que pour l'avis d'imposition 2023, vous pourrez le contester jusqu'au 31 décembre 2024. Et ce qui veut dire également que vous pouvez toujours contester jusqu'au 31 décembre 2023 l'avis de taxe foncière que vous avez perçu l'année dernière en 2022. Et tout simplement, vous pouvez faire votre réclamation directement en ligne sur votre espace impôt.gouv dans votre messagerie sécurisée, en indiquant le motif de votre demande. Tout en précisant que si vous voulez demander une demande de remise à titre gracieux, il n'y a pas de délai particulier. Donc même si vous êtes prescrit, vous pouvez quand même demander une remise. Et enfin, pour terminer la fin du fin, c'est comment faire si vous souhaitez contester la valeur locative cadastrale, qui est finalement le nerf de la guerre en matière de taxes foncières, puisque c'est sur cette base que va s'appliquer les taux d'imposition. Alors effectivement, vous avez la possibilité de contester à la fois la catégorie dans laquelle la propriété a été classée, la nature des cultures de propriété, le choix du local ou de l'immeuble, type retenu pour l'évaluation par comparaison, et également la possibilité d'apporter des preuves d'erreur commises à votre détriment, notamment dans le calcul sur la surface pondérée. Donc là encore, l'administration fiscale vous met à disposition dans sa brochure pratique tous les éléments pour comprendre comment est calculée cette valeur cadastrale, puisqu'il y a quand même un travail assez complet à faire, notamment pour valider tous les points de calcul sur la partie locaux d'habitation, si on en reste sur les locaux d'habitation, notamment sur la valeur locative des locaux, pour regarder si le local a bien été affecté à une bonne catégorie de référence, s'il est bien rattaché à la bonne catégorie de nomenclature de classification des locaux d'habitation. Est-ce que la valeur prend bien en compte tous les aspects, état d'entretien du bien, situation générale et particulière, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le calcul de votre base imposable. Également par rapport au taux
d'actualisation par rapport à votre département. Et là, je vous renvoie encore à la brochure pratique où il y a toutes les informations pour contrôler votre imposition. Donc voilà, on a terminé sur l'explication de la taxe foncière, comment comprendre son avis d'imposition en matière de taxe foncière, comment elle est calculée, comment la contester et comment demander une exonération au titre des revenus. On espère que ça vous aidera à mieux comprendre votre fiscalité locale et comment vous êtes imposé ou comment trouver des erreurs dans le calcul de votre imposition. Donc on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, c'est bon pour l'algorithme et ça nous motive à vous faire encore plus de vidéos explicatives en matière de fiscalité. Merci.